0316 09 18 AB 10 24 10 27 10 23 et on est sur 66 650 mètres carrés. Il est toujours proposé de décider donc la création de cette ZAD sur les parcelles désignées ci-avant et suivant le périmètre annexé à la présente et de désigner la commune de Tarnos comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur de celle-ci. Parfait. Des remarques, des précisions? Non. Des votes contre? 1. Des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté à la majorité. Toujours à Tarnos et cette fois-ci sur le secteur Victor Hugo. Victor Hugo, ça représente les parcelles AI 06 72 07 57 10 51, AI 02 75 05 73 05 75 pour une parcelle totale une superficie totale de 5829 mètres carrés. On vous propose donc de décider la création de cette ZAD Victor Hugo sur les parcelles désignées ci-avant et suivant le périmètre annexé à la présente et de désigner la commune de Tarnos comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur de ce périmètre. Parfait. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Des votes contre? 1. Des abstentions? Adopté là aussi à la majorité. Et la dernière ZAD, cette fois-ci nous sommes à Biodos, sur le chemin du fronton de Biodos. Je le connais, le chemin du fronton, pour y être allé quelques fois, et c'est pas fini. Chercher des pelotes, évidemment, puisque j'avais loupé le mur. Poursuivant ces objectifs, la commune souhaite se doter d'une ZAD sur les parcelles C883, C687, C861, C918P, C916P pour une surface totale de 15 336 mètres carrés. Il est proposé de décider la création d'une ZAD chemin du fronton sur les parcelles désignées ci-avant et suivant le périmètre annexé à la présente et de désigner la commune de Biodos comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur du périmètre de la... Très bien. Des petites précisions peut-être, monsieur le maire de Biodos. On va lui faire remonter le micro. Merci. Oui, une petite précision pour Julien. Non, jamais tu as amené la pelote au fond là-bas. Hein. Jamais. Tu confonds à vélo à paix, toi, devant. Voilà. Parce que jamais tu l'as mené jusqu'au fond. Oui, plus sérieusement, bon, la ZAD, ça a été dit, c'est un outil au service des élus pour éviter la spéculation foncière. Et en fait, ça démontre aussi le courage. Pas parce que nous, on a une délibération ce soir, que voilà, on est plus courageux que les autres. Mais en fait, c'est la première fois qu'on le fait. Et moi, je suis très fier, avec mon conseil municipal, de mener cette opération. Monsieur Lataillade, vous savez, moi, j'ai pas eu de manif comme ça devant la mairie, parce que les gens ont compris que c'était quand même nécessaire. On a parlé avant du programme local de l'habitat. Donc, quand on a des objectifs comme les nôtres, on est obligé de ZADer. Merci. Voilà, qui est volontariste, mais comme nous tous ici présents, hein, on est très, très persuadés qu'il faut être courageux et avancer pour l'intérêt, bien sûr, des habitants, et en l'occurrence là, pour construire du logement, on le martèle depuis le début de notre conseil, et puis pour préserver aussi les espaces naturels, puisqu'il y a des ZAD qui sont aussi avec cet objectif. Bon, sur celle de Biodos, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas. Donc adopté, monsieur le maire, à l'unanimité. Bon, alors on continue sur des sujets importants, puisque là on va aborder le PLUI. Je ne vous cache pas, à l'heure qu'il est, ma fierté, ma satisfaction de pouvoir présenter ce projet de PLUI qui va être soumis dans quelques minutes à l'approbation du Conseil. Après près de 4 ans et demi de travaux sur cette mandature et quelques années également sur la mandature précédente. Donc c'est un immense travail, je pèse mes mots, collaboratif, qui a été mené ici par la communauté de communes, bien sûr, avec le vice-président à mes côtés, Julien Fichot, mais avec l'ensemble des 8 communes. Et un gros travail donc, de partage, d'échange qui nous conduisent aujourd'hui à approuver, je l'espère, ce PLUI, après quand même... des tentatives qui n'ont malheureusement pas connu de réussite. Mais c'est un PLUI qui va être déterminant pour notre territoire,
pour le développement de notre territoire, un développement que nous souhaitons bien sûr harmonieux et surtout solidaire, avec la protection des espaces naturels, agricoles, avec la protection de la biodiversité, vous le savez, cette biodiversité qui est aujourd'hui mise à mal, et avec cet objectif de construire du logement, on l'a vu dans le cadre du 5e PLH, du logement abordable, mais également en considérant que les conditions de vie doivent respecter aussi toutes les questions de mobilité, de travail, de consommation, et tout ça, bien sûr, dans un objectif de qualité. Donc c'est un document cadre très important, riche, ambitieux. Le terme d'ambitieux a été utilisé pour le PLH. Je pense qu'on peut reprendre le même terme pour le PLUI, qui doit permettre donc un développement harmonieux de notre territoire à taille humaine, où il fera bon à la fois vivre, travailler, se loger et consommer. Donc, avant de laisser la parole à Julien Fichot, remercier l'ensemble des élus. Je sais que ça n'a pas été simple. Je sais qu'il a fallu mettre parfois nos querelles de côté. Et nous avons su relever les défis et travailler de concert. Je remercie également les maires. Ils sont, je pense, à peu près tous présents ce soir, puisqu'il y en a dans l'assistance, il y en a ici au Conseil communautaire. Nous avons donc réussi ce pari de relever ensemble ce défi, et nous avons donc déterminé ensemble des objectifs ambitieux, engagés, je pense qu'on peut aussi utiliser ce terme, des objectifs impérieux dans un contexte actuel d'accélération du changement climatique, où la crise du logement, on l'a évoqué encore ce soir, doit être étudiée, et où il faut que nous relevions le défi de changement de mode de vie un petit peu nouveau, et bien sûr ça cristallise un petit peu l'adversité. On en a eu l'expérience ce soir. Il faudra qu'on continue à échanger, bien sûr, avec nos habitants, nos acteurs, nos partenaires, car il s'agit bien de changer de méthode dans le cadre de ce PLUI. Et donc, la méthode, nous avons essayé de l'appliquer pendant plusieurs années, avec de nombreuses réunions. Donc, on les avait rappelées lors de l'arrêt du PLUI, donc des comités techniques. Donc les premiers, c'était dès l'année 2021, des comités techniques sur des sujets très importants tels que les transitions, et bien sûr le travail n'est pas fini, sur les dynamiques du territoire, sur les biens communs. Nous avions également créé un panel citoyen, donc c'était assez inédit sur le territoire, lequel panel citoyen, dans sa diversité, a suivi nos travaux, nous a alertés sur certains sujets, nous a évoqué certaines propositions. De nombreuses réunions également d'élus, de techniciens qui se sont succédés, et également des rencontres de citoyens, bien sûr. Tout ça pour arriver à un travail concerté, à la fois sur un diagnostic partagé de notre territoire, l'état initial de l'environnement, et je ne peux que saluer également le travail précieux du CPE qui nous a accompagnés tout au long de ces travaux. Il nous a permis d'arriver également, avec l'aide de l'ODAP, à élaborer un projet d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD, qui a été voté également à l'unanimité dans notre instance ici, lequel projet détermine un projet de territoire vraiment au service des habitants et des acteurs du Seignax. Et nous arrivons à la dernière partie du PLUI, qui a été travaillée dans les derniers mois avec les volets réglementaires, les volets graphiques, les orientations d'aménagement et de programmation, les fameuses OAP qui ont été présentées, ainsi que les annexes. Tout ça a été présenté à l'ensemble donc des personnes physiques associées, les PPA. Ils ont été également présentés à l'occasion d'une enquête publique dans l'été pendant plus d'un mois, pendant un mois précisément, du 23 juin au 23 juillet, où chacun a pu porter ses remarques, porter ses suggestions et bien sûr l'ensemble de ces observations qui vont être reprises ce soir, parce qu'on va regarder tous ces retours et des PPA et des personnes qui ont fait des remarques dans le cadre de cette enquête publique pour faire évoluer le document qui avait été arrêté au mois de février 2025 jusqu'à ce soir, un document donc qui a légèrement évolué bien sûr en prenant en compte l'ensemble des propositions qui ont été formulées, en retenant quelques-unes
et en n'acceptant pas quelques autres, puisqu'il fallait conserver, bien sûr, l'équilibre général de notre document. Il fallait respecter le zéro artificialisation nette, ce qui n'a pas été simple, puisqu'il convient de réduire donc, tout ce qui est et arriver à la sobriété foncière. Il a fallu respecter des lois, la loi climat-résilience, la loi littorale, tout ça pour être dans des vecteurs de sobriété, de solidarité et de qualité de vie et sur l'environnement, bien évidemment. Donc ce soir, c'est un moment important que nous allons bien sûr vivre après d'abord une présentation, là aussi peut-être à plusieurs voix, avec l'apport de Mathieu Laralde, lequel a fait un travail phénoménal pendant ces différents mois. Et donc, je tiens à le saluer vraiment parce qu'il n'a pas ménagé ni sa peine, ni ses attentions, ni son écoute, ni ses contributions écrites pour arriver au document tel qu'il va vous être présenté. Mais avant de présenter la délibération, avant de vous permettre de réagir les uns et les autres, de questionner, de commenter, on va donc avoir une présentation synthétique des différences qu'il y a entre le document arrêté du 5 février et le document présenté ce soir, 18 décembre 2025. Donc, peut-être Mathieu d'abord et ensuite Julien Fichot. Mathieu Laralde, donc, prends le micro. Merci. Donc, du coup, voilà, on a... merci Madame la Présidente. Donc, vous avez pu exposer effectivement ce long travail partenarial qui a mobilisé... beaucoup de personnes, d'élus, de citoyens, de partenaires. Donc on voit en synthèse effectivement ce calendrier qu'on a réussi à tenir depuis le 28 avril 2021. Bon, effectivement, le territoire a travaillé depuis quelques années sur ce sujet. Mais effectivement, il intègre tout un tas d'évolutions réglementaires. Donc c'est un sujet complexe qui mobilise énormément de compétences et également de temps. Donc il y a eu tout ce travail partenarial avant l'arrêt du projet qui a marqué une étape forte le 5 février 2025 de cette même année. Et là on arrive effectivement à la conclusion de ce travail après une dernière phase de partage avec les personnes publiques associées et l'enquête publique. Donc du coup sur ce travail qui a été engagé suite à l'arrêt du projet du 5 février 2025, on a partagé, en tout cas soumis à l'avis des personnes publiques associées, le projet. Donc à 70 institutions qui ont été consultées, avec transmission du projet arrêté. On a reçu 27 réponses, dont 17 avis favorables. Parmi celles-ci, il y a les 8 communes du territoire. Il y a eu 3 avis défavorables, la commune de La Benne, le Centre national de la propriété foncière et la commission départementale de protection de la nature, de préservation des sites. 7 avis exprimant des observations sans positionnement exprimé. Ça, il y a eu beaucoup d'observations qui ont participé aussi à améliorer le document, en tout cas à identifier un certain nombre de points d'amélioration. L'ensemble de ces avis ont été analysés, ont été versés au dossier d'enquête publique, donc à compter du 23 juin 2025 jusqu'au 23 juillet 2025. Et ça a nécessité, ces avis, donc une analyse des réponses à y apporter, la façon dont on comptait les prendre en compte dans le cadre de la présente approbation de ce soir. Ça a nécessité donc un certain nombre de réunions, comité de pilotage et de partage avec notamment les élus et les communes du territoire. Une petite précision, par contre, par rapport à l'avis défavorable de la Benne. Il portait sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Il pensait qu'il allait y avoir une autre proposition d'aire d'accueil des gens du voyage. Donc, c'est une erreur de leur part. Donc, c'est un avis, effectivement, qui est porté défavorable, mais avec un motif qui était non avenu. Tout à fait. Donc là, vous avez à l'écran donc, une synthèse des observations qui ont été portées par les différents partenaires, notamment on a les services de l'État, mais aussi la région, le département, les communes naturellement, et puis un certain nombre aussi de partenaires aussi associatifs. Donc il y avait des adaptations mineures, je dirais, sur les zonages et les règles. La question des piscines, puisque effectivement le territoire s'est engagé dans une logique de sobriété et de préservation de ses ressources, et notamment la question de l'eau dans le cadre du réchauffement climatique est une question préoccupante.
Et donc, il y avait la question d'une interdiction des piscines dans les secteurs agricoles et potentiellement en zone naturelle. Donc, il a été demandé effectivement à pouvoir réintégrer la possibilité de piscine dans ces zones naturelles. Emplacement réservé qui était à justifier. Il y avait des erreurs de numérotation entre le règlement graphique et la partie écrite. Les coupes de bois, on a un territoire qui s'est fortement engagé sur la préservation du vivant pour préserver les ressources et préserver ces enjeux de biodiversité en lien avec notre développement humain. Et dans ce cadre-là, c'est les trames vertes qui interdisent les coupes rases, notamment dans une logique de gestion durable. Il a été souligné que le code forestier pouvait rentrer en contradiction avec ces enjeux de préservation. Donc on a corrigé ces sujets. Des enjeux de mobilité, comme vous le savez, voilà, on traite de différents sujets dans les documents d'urbanisme. On a parlé de la halte ferroviaire tout à l'heure, et notamment d'un certain nombre de projets. On a le trambus, on a des secteurs de stationnement, d'aires de covoiturage. Il y a des enjeux de mobilité qui ont été soulignés comme pouvant en tout cas être renforcés et précisés à travers notamment les règles de stationnement. Des secteurs de développement qui étaient un peu à distance ou jugés à distance des centres-bourgs. Donc on a justifié effectivement de la pertinence de ces secteurs qui participent à des logiques aussi d'équilibre sur le territoire. On a développé les trains verts et bleus par rapport au PLU qui ne portaient pas ce type d'outils, en tout cas d'éléments permettant de préserver les espaces boisés, les zones humides, les secteurs remarquables qu'on a aussi sur les littorales et qui participent aussi à la préservation des risques et à la prise en compte d'une logique de cadre de vie. Et donc, on a eu des demandes effectivement pour renforcer ces espaces, en tout cas de les préciser. Les secteurs de taille et des capacités limitées, qui sont des secteurs type de zones de quartier, qui sont à distance des bourgs et dont il fallait effectivement justifier et présenter des éléments de synthèse, c'était plutôt une mise en forme. Des secteurs qui étaient réinterrogés, sur lesquels il fallait apporter un certain nombre de justifications. C'est le cas de l'Aznazas et de Vignes, mais aussi d'un certain nombre de secteurs excentrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des précisions apportées sur le règlement écrit des zones naturelles et agricoles, notamment la question des hauteurs qui était à limiter. Des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation, qui sont des secteurs, en tout cas c'est un outil réglementaire qui complète le zonage et le règlement écrit, avec des secteurs sur lesquels, sur ces périmètres de projet, il fallait qu'on vienne préciser la question des risques et des continuités écologiques, les trames vertes et bleues qui doivent nécessairement être reportées dans ces périmètres de projet. Les stations d'épuration et ouvrages d'assainissement qui étaient parfois en zone N ou pas identifiés, donc il était utile de pouvoir les identifier, notamment en zone NCEP, qui sont des zones d'équipement public. Des justifications, on a une articulation entre les parties réglementaires et la façon de présenter, de justifier en quoi est-ce que ce projet présente une méthodologie, s'assoit sur un raisonnement et sur des objectifs issus notamment du projet d'aménagement et de développement durable. Des précisions aussi en termes de capacité d'accueil, là c'est un volet loi littorale, d'assainissement et d'eau potable, ce sont des éléments de ressources et des investissements qui doivent accompagner et conditionner le développement urbain. La question des risques est un élément important, on s'inscrit dans un cadre de changement climatique avec des sujets qui peuvent s'intensifier comme les aléas incendies, les remontées de nappes et des éléments liés à la météorologie en termes d'inondation qui peuvent, qui nécessitent des éléments de prise en compte. Donc ces éléments ont été notamment reprécisés dans les règlements graphiques. Voilà, donc l'enquête publique du 23 juin au 23 juillet, c'est un temps assez fort puisque ça complète la partie concertation publique qui a eu lieu avant et jusqu'à l'arrêt du projet. Donc on a eu 742 observations mobilisées sur les différents outils et supports qui ont été développés dans le cadre de cette enquête publique, donc à travers le site internet, le registre dématérialisé, des registres papier, par courriel, par courrier. On a eu beaucoup de doublons, puisqu'effectivement, il y avait des choses qui étaient en redite ou qui étaient liées avec un certain nombre d'observations répétées. Et les observations ont été portées sur l'ensemble des 8 communes du territoire. Donc au final, la commission d'enquête, qui est une commission indépendante désignée par le tribunal administratif, a animé déjà cette commission, ce temps d'enquête publique. Et cette commission d'enquête a émis un avis favorable, a émis aussi quelques réserves, donc 4 réserves notamment sur les questions de capacité d'accueil. Comme je disais, c'est un volet de la loi littorale qu'il fallait qu'on étoffe et qui était en lien aussi avec le travail qu'on a mené en parallèle au regard du schéma de cohérence territoriale. On suivait le même calendrier
Et donc, ce sont des éléments qui étaient issus de ce schéma de planification. Intégrer les périmètres des plans de prévention des risques de servitude d'utilité publique dans le règlement graphique. Donc là encore, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question des risques qui devait être appréhendé de manière un peu précise. Et notamment, le PLUI, c'est un document réglementaire, mais il a vocation aussi à être compris et intégré par l'ensemble de la population. Et pour simplifier et mieux appréhender la question des risques, on a identifié ces sujets spécifiquement dans le règlement graphique. Et pour éviter qu'il soit trop chargé, on a développé un règlement graphique spécifiquement sur ces questions de risque. Sur la zone NCCT, qui est donc un secteur à vocation touristique, dit Las Nazas, dans le quartier de Dondres, de la plage, on a plusieurs remarques qui ont été émises sur ce secteur. C'est un secteur qui est maîtrisé par la communauté de communes. C'est un secteur donc propriété publique, sur lequel il y a des amorces de projets, en tout cas d'intention, mais sur lequel il n'y avait pas de projet encore identifié à ce stade. C'est un projet qui était déjà ouvert à l'urbanisation dans le cadre du PLU Dondres et qu'on a en tout cas maintenu dans le PLUI, tout en précisant qu'effectivement, il serait nécessaire d'apporter des études préalables pour préciser les enjeux et assurer la préservation des enjeux environnementaux et notamment de la prise en compte du risque sur ce secteur. Donc il nous avait été demandé de reporter, en tout cas de prendre en compte la nécessité d'études préalables. Donc c'est ce qu'on a fait en précisant que ce serait conditionné à la réalisation de ces études préalables dans le règlement écrit. Mettre en œuvre les engagements pris auprès des habitants. Donc ça c'est plutôt une logique de cohérence et de respect un petit peu des engagements, en tout cas des intentions qui ont été portées dans les réponses aux avis et aux observations qui ont été portées par les habitants dans le cadre de l'enquête publique. Donc c'est ce qu'on a fait en reportant notamment la prise en compte de ces avis favorables. Dans les annexes du PLUI, vous trouverez l'ensemble des prises en compte des avis favorables qu'on a portés aux observations dans le cadre de l'enquête publique. Donc c'est des tableaux issus du procès verbal de l'enquête publique. Il y a aussi des recommandations, dont les recommandations, on n'est pas tenu de les suivre, contrairement aux réserves, puisqu'effectivement les réserves, il faut les lever pour maintenir effectivement l'avis favorable. Donc les recommandations portent notamment sur des éléments de forme et de prise en compte d'un certain nombre d'autres sujets. C'était notamment la prise en compte des avis PPA, c'était prononcé sur une prise en compte de ces avis. Donc en cohérence, on maintient effectivement ces prises en compte qui ont été intégrées entre l'arrêt et l'approbation. Rétablir les incohérences de calcul. Donc il y avait effectivement un certain nombre de divergences entre des chiffres pour identifier les périmètres de notre territoire. Mettre en œuvre des actions, des compléments, des précisions, des clarifications mises en cohérence, détaillées dans les parties qui portaient sur un certain nombre de thématiques. Donc voilà, donc c'est des précisions qui ont été apportées aussi sur différents sujets programmés lors d'une prochaine procédure d'évolution du PLUI. On est bien conscient que le PLUI, ce n'est pas un ouvrage qui va être inscrit dans le marbre pour la fin des temps. Donc ça nécessitera des révisions et des modifications pour prendre en compte des évolutions réglementaires, mais aussi des projets, effectivement, et des opportunités pour effectivement actualiser le document. Donc il y a un certain nombre de sujets qui vont nécessiter des précisions à l'avenir ou qu'on a d'ores et déjà pu prendre en compte, et c'est notamment la déclinaison de la loi littorale. Sur cette recommandation, on a apporté effectivement l'ensemble des attendus réglementaires sur ce sujet, qui est un sujet important qui concerne les communes d'Ondres et de Tarnos dans leur intégralité. L'intégration des résultats des études d'inventaire. Dans les documents d'urbanisme, on nous demande de plus en plus de précisions concernant la prise en compte du vivant, puisque ça participe effectivement de notre inscription dans un écosystème, et ça nécessite effectivement de plus en plus d'études et de choses qui sont à affiner dans le temps et qui seront inscrites dans les prochaines modifications et révisions. On a des études qui sont en cours. Le schéma pluvial, par exemple, c'est un document qui est engagé mais qui n'est pas encore approuvé, donc il sera intégré dans une prochaine évolution du document d'urbanisme. L'organisation de séquences d'informations sur les OAP, quand on parle effectivement des temps de concertation, il y a un temps pour la planification et la réflexion qui s'est faite dans le cadre du document d'urbanisme. Il est évident qu'effectivement, l'association des habitants doit porter aussi sur la mise en œuvre de ces projets, mais c'est un second temps, et c'est dans le cadre de la mise en œuvre
du projet du PLUI et des projets d'urbanisme que ces éléments pourront être mis en œuvre. La mise en adéquation du PLUI avec le PLH, donc là, il a été arrêté. Donc naturellement, comme on était sur un calendrier concomitant pour cet arrêt et pour cette approbation du PLUI, on a suivi effectivement les travaux pour ajuster nos orientations, les développements et les ambitions de nos sujets. Le volet habitat est intégré naturellement dans le PLUI. La définition de sites de développement des énergies renouvelables, c'est un sujet qui participe de la sobriété du territoire, mais aussi de la nécessité de décarboner notre développement humain. Donc on a un site qui est identifié sur le lac de Bédorède. On aura d'autres sujets qui seront à développer dans l'avenir. En tout cas, on a misé sur la valorisation notamment des toitures pour éviter de participer à la consommation foncière. L'idée, c'est de valoriser notamment les espaces qui sont déjà artificialisés. Et après, il y avait des ajustements en termes de demande de modification, de suivi de l'évolution du document et de la prise en compte, en tout cas, des précisions qui étaient apportées par les personnes publiques associées. Donc, depuis l'arrêt du projet, on a mené, comme vous avez pu le voir dans la diapositive sur le calendrier, des réunions notamment avec les services de l'État pour partager les évolutions qui étaient apportées sur le document approuvé. Très bien, merci Mathieu Laralde. Donc oui, là on a la liste des donc pièces. Vous avez la liste des pièces constitutives du dossier que vous connaissez puisqu'effectivement le dossier a été arrêté. Donc on reprend les mêmes libellés. Donc il y a un chapitre sur le rapport de présentation qui comprend notamment l'état des lieux, l'état initial de l'environnement, mais aussi les éléments de justification. Le PADD, qui est le projet philosophique que vous avez porté, élu sur le projet en tant que projet politique. Les éléments réglementaires qui sont portés à la fois sur le règlement écrit, mais également le zonage, mais aussi les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Et enfin, les annexes, qui ne sont pas forcément des éléments accessoires, puisque ça comprend les servitudes d'utilité publique, un certain nombre de prescriptions d'urbanisme, mais aussi un certain nombre de précisions qui sont apportées dans ces annexes et qui seront traitées notamment avec l'évolution et la modernisation des documents, dans un cadre de dématérialisation, puisque l'ensemble de ces documents vont pouvoir être accessibles numériquement et vont pouvoir être plus facilement accessibles au public, notamment pour une meilleure compréhension de ces sujets. Merci donc Mathieu Laralde. Julien Fichot, peut-être sur la présentation de la délibération. Oui, donc juste avant, une petite intervention justement à mon tour, voilà, avant de passer à la délibération. Moi je voulais juste répéter quelque chose que j'avais dit le 5 février 2025. C'est répéter l'humilité qui doit nous accompagner sur cette approbation. Humilité parce que on doit réfléchir et anticiper les 15 années à venir. Et c'est quand même un drôle de défi de se projeter dans l'époque où nous vivons aussi loin. C'est complexe et finalement très exigeant. L'humilité aussi parce que on est en face d'un défi climatique qui est également très très complexe c'est immense comme défi et on doit aussi c'est le fil rouge d'ailleurs de notre document d'urbanisme depuis 5 ans sur ce PLUI. Et donc du coup, c'est préparer notre territoire du Seignance à être en capacité à justement s'adapter à cet enjeu du changement climatique. Et donc pour cela, on a listé trois angles, on va dire. Premier angle, la sobriété et la transition pour protéger, pour lutter, pour renaturer ou pour préserver. Deuxième angle, la solidarité et le cadre de vie. On a souvent évoqué le duo emploi et économie, et on en a encore parlé, emploi, économie et logement, et on en a parlé tout à l'heure avec notre PLH. Il y a également les enjeux agricoles, et enfin l'urbanisme de proximité, avec plus de liens, plus de proximité et plus de rencontres pour faire la ville en circuit court.
Au vu de ces enjeux, donc comme l'a répété la présidente tout à l'heure, il y a eu un vrai travail à 8, du coup, pour avoir une stratégie commune avec les 8 mairies et finalement 9 entités, parce qu'on voit bien avec ce PLUI que l'intercommunalité est une entité du coup en elle-même au travers de beaucoup de décisions qu'on prend avec ce plan local d'urbanisme intercommunal. Je voulais insister, comme l'a évoqué Mathieu, sur cette année 2025, qui est une année particulière sur l'avancée de ce plan local d'urbanisme intercommunal, parce que ça a été, entre l'arrêt et ce soir, mais une période où on a pu consulter nos partenaires, où on a eu des avis de ces partenaires-là, où on a pu avoir un avis de l'État, où on a eu forcément un travail également avec nos organismes partenaires comme l'ODAP, comme le CPIE. On a eu l'approbation du SCOT et on a eu évidemment une enquête publique qui a permis à tous de venir échanger avec des commissaires enquêteurs pour avoir un retour, et d'ailleurs un retour qui est public sur le site de la communauté commune depuis de longues semaines. Ça a représenté 44 réunions rien que en 2025, après cet arrêt. Je le cite, il y a eu 2 commissions, 4 comités de pilotage, 2 réunions avec l'État, 22 réunions avec les communes, 5 réunions avec le SCOT et 8 réunions avec nos partenaires. Donc finalement, on arrive au total, parce que c'est quand même important de se le rappeler sur le travail collectif, qu'il y a eu à 224 réunions, rendez-vous ou ateliers. C'est un chiffre, je trouve, très marquant de la dimension collective. Et on est tous à se poser des questions sur la puissance publique, comment faire du commun. Là, pendant 5 ans, on a fait du commun avec tous sur ce plan local d'urbanisme intercommunal. Et je vais terminer mon intervention en faisant, comme on le disait tout à l'heure, avant, après. Avant, avec nos PLU, c'était 13 067 hectares en agricole et en naturel. Après, avec ce plan local d'urbanisme intercommunal, alors je me suis amusé à une traduction parce qu'on dit souvent en nombre de terrains de foot. Je ne sais pas si vous avez vu cette comparaison des fois. Donc là, je vais le faire en terrain de rugby pour faire plaisir à certains. Mais au final, c'est pas loin d'être la même comparaison. Ça fait 451 terrains de rugby en plus en zone agricole et naturelle dans le Seignance avec ce PLUI. 451 terrains de rugby en plus. Avant, avec nos PLU, c'était des divisions parcellaires dans le tissu pavillonnaire anarchique. Et on en connaît tous sur toutes nos communes. Après, avec ce PLUI, ça sera des projets plus accompagnés et moins subis. Avant, avec les PLU, c'était des logements abordables et sociaux entre 25 et 30% pour chaque projet. Après, comme l'a évoqué tout à l'heure la présidente pour le PLH, avec notre PLUI et notre PLH, ça sera des logements abordables et sociaux entre 40 et 60%, c'est-à-dire quasiment doubler notre ambition en mixité sociale. Avant, c'était des projets potentiellement artificialisés à 100%. Dans nos PLU, on pouvait artificialiser des surfaces en totalité. Après, avec notre PLUI, ça sera une obligation d'avoir des sols perméables dans tous les projets. Avant, avec nos PLU, enfin, c'était un étalement de la ville et de ses quartiers. Après, grâce à ce PLUI, c'est moins 25% de foncier construit qu'on va laisser. Moins 25% de foncier construit, ça représente quasiment 350 hectares finalement laissés à la nature et où la ville va moins s'étaler. Voilà, je voulais terminer par cette comparaison avant de me lancer pour quelques minutes évidemment de délibération puisqu'elle compte quelques pages. Évidemment, toute la première partie de la délibération, Mathieu vous l'a résumé et synthétisé. J'ai essayé aussi d'en faire part dans mon intervention. Isabelle a évoqué, donc on va aller de suite dans les vues. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-1 et L 5211
L5214-6-3 et L5214-16, vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L 123-1, 123-19, 123-1, 123-33, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 103-2 et suivants relatifs à la concertation, L 104-1 et suivants relatifs à l'évaluation environnementale, L 121-1 et suivants relatifs à l'application de la loi littorale, L 132-1 et suivants relatifs à la procédure d'élaboration des documents d'urbanisme, L 151-1 à L 153-30, L 151-1 et 2, LR 104-28 à R 104-33, R 151-1 à R 151-153 et R 152-1 à R 153-21. Vu la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, vu l'ordonnance de numéro 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du Code de l'urbanisme, vu la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, vu la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, vu la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, vu la loi numéro 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, vu le décret numéro 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols, vu le décret numéro 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, vu le décret numéro 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement en vue de favoriser l'implantation des installations industrielles vertes, vu la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, vu le décret numéro 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, vu le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la Nouvelle-Aquitaine approuvé le 18 novembre 2024, vu l'arrêté préfectoral du 19 août 2021 définissant les statuts de la communauté des communes du Seignance et notamment ses compétences en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, vu le programme local pour l'habitat du Seignance 2020-2025 adopté le 19 novembre 2020, vu le PCAET du Seignance 2021-2027 adopté le 29 septembre 2021, vu la conférence intercommunale des maires réunie le 9 mars 2021 pour débattre du projet de collaboration avec les communes membres pour l'élaboration du PLUI, vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 avril 2021 prescrivant l'élaboration du PLUI et fixant les modalités de la concertation conformément aux articles L153-11, L103-3 du Code de l'urbanisme, vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 avril 2021 arrêtant les modalités de collaboration entre les communes et la communauté commune du Seignance, vu la délibération du conseil communautaire en date du 31 mai 2023 actant la tenue du débat sur les orientations générales du PADD et du PLUI en séance, vu la tenue du débat des orientations générales du projet de PADD et du PLUI dans les 8 conseils municipaux des communes membres de la communauté commune entre les mois d'avril et de juin 2023, vu la commission générale réunissant l'ensemble des membres du conseil communautaire pour une présentation du projet PLUI et du bilan de la concertation publique en date du 15 janvier 2025, vu la délibération du conseil communautaire en date du 5 février 2025, approuvant le bilan de la concertation publique et arrêtant le PLUI, vu les avis émis par les conseils municipaux membres du Seignance sur le projet de PLUI arrêté, vu les avis émis par les personnes publiques associées et organismes consultés sur le projet du PLUI arrêté, vu l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le projet du PLUI arrêté, vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
sur le projet du PLUI arrêté, vu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine sur le projet de PLUI arrêté et la réponse apportée, vu la désignation par le tribunal administratif d'une commission d'enquête par décision du 25 avril 2025, vu l'arrêté de Madame la Présidente de la Communauté des communes en date du 28 mai 2025 prescrivant l'enquête publique pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, vu le déroulement de l'enquête publique relative du PLUI du 23 juin au 23 juillet 2025 inclus, vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête relative au projet du PLUI, vu la prise en compte par la communauté des communes du Seignance des avis précités sur le projet de PLUI arrêté, des observations déposées dans le cadre de l'enquête publique et des avis de la commission d'enquête, vu la conférence intercommunale des maires réunie le 12 novembre 2025 pour présentation des avis qui ont été joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, conformément aux dispositions L153-21 du Code de l'urbanisme, vu le schéma de cohérence territoriale du Pays Basque, Seignance approuvé le 11 décembre dernier, vu le programme local pour l'habitat qu'on vient de voter 2026-2031, considérant la prise en compte des avis sur le projet de PLUI arrêté et les modifications en réponse rapportées dans un tableau de mémoire en réponse aux avis, considérant la commission d'enquête a émis un avis favorable au projet de PLUI assorti de 4 réserves et de 5 recommandations, considérant que la communauté commune a levé les 4 réserves de la commission d'enquête et établi un mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête faisant état des modifications apportées, de la prise en compte et de la justification des choix retenus, considérant la prise en compte des observations du public déposées dans le cadre de l'enquête publique sur le PLUI arrêté et les modifications en réponse rapportées dans un tableau de mémoire en réponse, considérant que les modifications apportées au projet de PLUI arrêté qui résultent toutes de l'enquête publique pour tenir compte des avis sur le projet arrêté, des observations du public et du rapport de la commission d'enquête ne remettent pas en cause l'économie générale du plan, qu'il y a donc bien lieu de modifier le projet de PLUI arrêté afin de les prendre en compte, considérant la compatibilité du PLUI du Seignance avec les documents cadres supérieurs que sont le schéma de cohérence territoriale, le programme local pour l'habitat et le plan climat air énergie territorial du Seignance, considérant que le dossier de PLUI du Seignance ainsi amendé est prêt à être approuvé, il est proposé donc au Conseil communautaire d'approuver le plan local d'urbanisme intercommunal du Seignance, modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, tel qu'il est annexé à la présente délibération en application de l'article L153-21 du Code de l'urbanisme. Annexe les périmètres de ZAD créés au cours du Conseil communautaire de ce jour, ainsi que la délibération relative à l'instauration de la déclaration préalable pour l'édification de clôture et la délibération relative à l'instauration de la déclaration préalable pour les ravalements de façade, précise que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage durant 1 mois au siège de la communauté commune du Seignance ainsi que dans les mairies des 8 communes membres. Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractère apparent dans un journal d'annonce légale diffusé dans le département. Le PLUI approuvé sera tenu à la disposition du public conformément à l'article 153-22 du Code de l'urbanisme au siège de la communauté commune 1526 avenue de Barrère à Saint-Martin-de-Seignance au jour et heure habituelle d'ouverture. Il sera consultable également sur le site internet de la communauté commune et sera versé sur le géoportail national de l'urbanisme prévu à l'article L133-1 du Code de l'urbanisme. On indique que conformément à l'article L153-23 du Code de l'urbanisme, le plan sera exécutoire dès sa publication, sa mise en ligne sur le site géoportail de l'urbanisme et la transmission au préfet des Landes de la présente délibération. Décide que Madame la Présidente est autorisée à signer toutes les pièces concernant la présente délibération et évidemment on prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de la réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de requête sur le site Télérecours ou par l'envoi de requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal à Pau. Très bien, nous avons donc maintenant toutes les cartes en main pour réagir, questionner encore. Mathieu Laral est présent, donc je vous laisse la parole. Y a-t-il des demandes? Donc Gilles Pénoche, Francis Dubert, Nadine Duru,
Christian Gonzalez, Bertrand Lataillade. On est bon? Allez, on y va. Donc, Gilles Pénoche. Il a compris, Bertrand Lataillade, maintenant qu'il faut lever la main. Oui, bonsoir à toutes et à tous. 12 ans de travail, d'engagement, et c'est l'aboutissement ce soir du PLUI du Seignance. C'est une longue route, incluant en 2021 la loi Climat et Résilience, qui a imposé de nouvelles orientations, notamment sur la consommation foncière. Une nouvelle méthode de réflexion, de travail collectif, de pédagogie, en direction des techniciens, des élus et des habitants du territoire. Nous devions, de même, être compatibles avec le SCOT Pays Basque, Seignance, qui, de plus, avait la même temporalité que notre document. Ainsi, le SCOT Pays Basque Seignance, comme l'a rappelé la présidente, a été approuvé par son conseil syndical jeudi dernier, le 11 décembre 2025, après là aussi un énorme travail qui nous indique la direction de l'aménagement pour les 30 prochaines années. Nous sommes donc au rendez-vous à l'heure et conformes aux objectifs que nous étions fixés. Ce PLUI est un document vivant qui évoluera au gré des réglementations, mais aussi dans la prise en compte du changement climatique, sans oublier la place fondamentale de l'humain. Ce PLUI va nous permettre de construire un avenir commun dans les domaines aussi divers que l'habitat, l'éducation, l'économie, l'environnement et tellement d'autres. Pour moi, ce PLUI est la réussite majeure de ce mandat communautaire. Et il a été débattu, construit, réalisé et approuvé par les 8 communes du Seignance, fort d'un engagement de coopération intercommunale exemplaire. Pour conclure, je souhaite dire merci au vice-président en charge de l'urbanisme et de l'aménagement, Julien Fichot, qui n'a pas ménagé ses efforts pour expliquer, écouter, comprendre, convaincre et fédérer tous les acteurs autour de ce projet politique au service de tous et toutes sur le Seignance. Merci. Francis Dubert. Merci Madame la Présidente. En tant qu'adjoint à Tarnos à l'aménagement, à l'urbanisme, à la ville durable et au cadre de vie, je ne peux qu'exprimer toute ma satisfaction de voir ce soir le projet de PLUI aboutir. Ce document stratégique porte une nouvelle façon de penser l'aménagement du territoire de demain, en conscience et en cohérence avec les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés. Face aux enjeux climatiques, sociaux et économiques, nous faisons le choix de changer de paradigme et de construire différemment les villes et les villages. Après des décennies qui ont artificialisé une partie de notre territoire, il s'agit désormais de penser l'urbanisme autrement, en privilégiant le principe de construire la ville sur la ville et de favoriser la ville du quart d'heure. Cela signifie une densification positive, qualitative, maîtrisée, tournée vers un urbanisme de proximité au plus près des besoins quotidiens des habitants. Avec ce PLUI, les projets de construction devront s'inscrire au sein de zones urbaines pour limiter l'étalement urbain, préserver nos espaces naturels, agricoles et forestiers, respecter le ZAN, mais aussi favoriser la vitalité de nos centres-bourgs. Au-delà des questions environnementales, l'idée est simple: rapprocher les logements, les services, les commerces et les emplois. Passer moins de temps en voiture pour pouvoir consacrer ce temps à autre chose. Cela nécessite aussi, nous l'avons évoqué précédemment, de construire des logements abordables en centralité et d'éviter de pousser toujours plus loin les actifs. Cette transformation maîtrisée, qui s'inscrit forcément dans le temps long, permettra de renforcer le lien social et d'améliorer concrètement la qualité de vie. C'est le pari qui a été fait il y a une dizaine d'années à Tarnos. Ce PLUI que nous avons travaillé collectivement ces 4 dernières années incarne une vision cohérente, durable et solidaire de l'aménagement du territoire. Je m'en réjouis et je profite d'avoir le micro pour m'associer aux remerciements effectués par la présidente et aussi par Gilles, à tous ceux qui ont participé, mais plus particulièrement à Mathieu Laralde, qui a tenu la barre du navire PLUI
d'une main souple mais suffisamment ferme pour lui permettre d'avancer le plus sereinement possible en suivant le cap fixé et en gardant tout le monde à bord durant cette longue traversée jusqu'au terme du voyage et l'arrivée à destination à bon port que nous vivons ce soir avec l'adoption du PLUI. Je vous remercie. Nadine Duru. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, à travers ce PLUI qui va décider de l'aménagement du territoire pour les 10-15 ans à venir, nous avons fait le choix de nous confronter aux défis de ce siècle, les défis climatiques et environnementaux. Loin des discours climato-sceptiques en pleine résurgence, ce PLUI porte une ambition environnementale forte et assumée afin de préserver durablement notre territoire et nos conditions de vie. Face au changement climatique, il s'agit de faire du Seignance un territoire sobre et résilient. En matière d'aménagement, la résilience passe souvent par des choses simples, en laissant un peu de place à la nature en ville, des projets de végétalisation par exemple pour laisser respirer les sols et limiter les îlots de chaleur. Mais cela passe aussi par des engagements plus forts comme le respect de l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols. Conformément à la loi Climat et Résilience, ce PLUI permettra de réduire de 55% la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030 et d'inscrire résolument notre territoire sur la trajectoire du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Concrètement, ce document permet aussi le reclassement de 430 hectares supplémentaires en zone agricole et naturelle. Il protège aussi le patrimoine bâti et paysager du territoire grâce à un inventaire approfondi qui a permis de recenser plus de 550 arbres, bois et plants d'eau et 430 biens patrimoniaux. À ce document d'urbanisme, aujourd'hui et demain, nous faisons le choix de protéger notre territoire, ses paysages, sa biodiversité et sa singularité pour un Seignance sobre, résilient et où chacun aura plaisir à vivre. Merci. Christian Gonzalez. Oui, je voulais juste apporter une contribution par rapport au soutien que nous faisons au commerce de proximité. Lors de nos précédents conseils, nous sommes venus en soutien à certains commerces donc de proximité. Tout récemment, je pense à les shops à Biodos ou encore à l'accompagnement de la boulangerie à Saint-André-de-Seignance. Et nous le savons, le commerce de proximité traverse une période de recomposition très difficile qui touche tous les bourgs. En France, les petits comme les plus gros. Pas plus tard qu'à midi, j'ai vu une ville de 4000 habitants qui perdait sa dernière supérette. C'est quand même pas rien. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les discussions qui ont été les nôtres concernant le PLUI. Soutenir le commerce de proximité, c'est aussi faire le choix d'aménagement, d'urbanisme, de proximité, vecteur de lien social au cœur de la cité. Les commerces de proximité, les cafés, les restaurants, les tiers-lieux, salles de projection ou autres, ce sont des lieux de vie, des espaces de rencontre et d'échange, structurants pour les habitants. Ils participent donc à l'animation des bourgs et à l'identité des villes et des villages. C'est pourquoi, comme lors des précédents conseils, je soutiens moi cette initiative, simple mais forte, qui permet de recréer ce lien social, en particulier dans nos bourgs. Bertrand Lataillade. Oui, donc enfin, sur ce fameux PLUI, je crois qu'on peut le dire, hein, on est les plus forts, on est les meilleurs. Hein. Les habitants du Seignant doivent vraiment être fiers de nous. On a réussi à faire ce que nos voisins de Max ont fait en 2020, ce que nos voisins d'Orthez-Harrigan ont fait aussi en 2020. Alors vous allez me dire que nos voisins basques sont dessus depuis 10 ans, et c'est vrai. Sauf qu'entre-temps, ils ont fusionné 10 communautés de communes, et on peut imaginer que ça prendra un peu plus de temps pour 140 communes que pour 8 communes. Monsieur Fichot, là, vous parliez de l'avant et de l'après. Oui, l'avant, c'était en 2013. Les communes sont prêtes depuis 2013. 2013. Gilles Pénoche l'a rappelé, ça fait 12 ans qu'on travaille sur ce document. Mais
On est les plus forts, on est les meilleurs. Ce PLUI qui nous permet d'avoir une vision à 30 ans. Et que sera le saignant dans 30 ans? Et en fait, on voit déjà la mécanique à l'œuvre depuis quelques années. Le logement dans le saignant est inabordable pour une majorité d'habitants. Seuls les cadres, dont de plus en plus en télétravail, et les retraités qui vendent leurs biens pour en acheter un autre et finir leur vieux jour sur la côte. Voilà, que sera le saignant dans 30 ans? Ben, les enfants et les petits-enfants des habitants devront partir sur les routes de Dax, de Pérorade et au-delà pour trouver un logement abordable. Des maisons individuelles avec jardin pour des gens aisés et tous les autres entassés dans des OAP en bord de national. C'est ça le projet. Et donc un PLUI via le PAD qui refuse l'habitat le plus économique et le plus écologique, je parle bien sûr de l'habitat léger, bon, c'est incompréhensible. Ensuite, ce PLUI, comme tous les PLUI qui tiennent compte des objectifs de ZAN, va continuer de faire monter les prix du foncier. Ça, c'est mécanique, ça n'a rien à voir avec nos choix. Si on applique le ZAN, le foncier va se raréfier et donc les prix vont monter. Sans lutte contre les résidences secondaires, les logements vacants, sans utilisation massive du droit de préemption renforcé pour tenir les prix vont continuer à monter. Et alors, il y a eu deux remarques là de M. Fichot et Mme Dufaux, là, où vous parliez que la biodiversité était quelque chose de très important. Et alors j'ai mal compris tout à l'heure, parce que bon, j'ai l'enceinte très forte, là c'était pour couvrir le bruit qui était fait dehors tout à l'heure. J'ai pas bien compris ce qu'a dit Mme Belin, elle a parlé de batraciens. J'espère que Mme Belin ne disait pas que ça l'embêtait que les projets soient ralentis parce qu'il y avait des espèces protégées. Alors je sais pas, j'ai peut-être mal compris ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant des batraciens. Si vous pouviez préciser, j'espère avoir mal compris. Bien, donc, alors, est-ce qu'on prend le temps de commenter? Donc, je pense que là, on a dit tout le bien qu'on pensait des ZAD et d'autres outils que nous allons mobiliser, PLH, etc., pour justement aller au-delà de ce qui est annoncé au niveau de la crise du logement. Donc, bon, moi, je m'inscris vraiment en faux par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué en dernier par Monsieur Lataillade. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes analyses. Mais je pense qu'on a fait la démonstration qu'avec un CKM PLH ambitieux et avec un PLUI tel que nous l'avons à la proposition ce soir, on va relever un certain nombre de défis justement pour permettre de rester, travailler, consommer, habiter au pays, dans ce beau territoire du Seignang. C'est tout l'enjeu de ce PLUI. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vérifie, pas d'autres commentaires. Je vous propose de le soumettre aux voix. Donc, Madame Dati, je ne sais pas, elle est là, non. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vois 2 abstentions. Je n'en vois pas d'autres. Donc, ce PLUI est adopté à la majorité et je pense qu'on peut s'en satisfaire. Merci à tout le monde. Là, donc un grand merci, donc je le répète, à l'équipe ici qui s'est largement mobilisée, à l'ensemble des élus. Alors vous l'avez compris et on l'a entendu ce soir, le travail n'est pas fini. Et je pense qu'on peut prendre l'engagement, Julien Fichot, maire, mais Eva Belin également, et Sabrina Cachenot, et Marc Mabillet, et des autres maires qui sont présents dans la salle, Hervé Segui, j'ai cité tout le monde là ? Jean-Marc Lard, Jean Baillet. Oui, il faut que je tourne ma tête à droite des fois. Et elle a du mal à tourner à droite. Je le reconnais. Donc l'ensemble des 8 maires du Seignang pour relever ce défi du PLUI et s'accorder sur quelque chose qui me semble important, c'est effectivement ce temps de concertation nécessaire avec la population. Alors certes, il faudra expliquer. Et j'ai oublié Isabelle Casalis. Non, mais alors là, franchement, droite-gauche. Ah ouais, là, pourtant, c'était à gauche. Isabelle, excuse-moi. Donc, les 8 maires du Seignang, il faudra continuer à expliquer vraiment les intentions de ce PLUI, les fameuses OAP qui auraient peut-être nécessité davantage d'explications. Mais soyez-en sûrs, ces OAP, ce sont des intentions qu'il faudra traduire après par des projets. Donc, ils deviendront des réalités pour se loger, pour se déplacer, pour consommer. Et il faudra donc qu'on soit en capacité d'informer, d'associer, de concerter les habitants. Et je peux prendre ici l'engagement que ce sera fait
puisque c'est tout le temps comme ça que nous faisons dans le cadre des projets sur nos différents territoires. Voilà sur ce PLUI. On est toujours dans le champ de l'urbanisme. Et là, il s'agit donc de l'instauration de la déclaration préalable pour l'édification de clôture. Et c'est Julien Fichot qui la présente. Donc, pour cette 15e délibération, en fait, le Code de l'urbanisme prévoit qu'un organe, du coup la communauté commune du Seignance, peut décider de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur toute ou partie du territoire. Et comme on considère que ces clôtures participent à la fois à la qualité urbaine, à la qualité environnementale et paysagère des espaces ainsi qu'au cadre de vie, et bien du coup, je vais aller de suite vers le délibéré. On vous propose de décider de soumettre les travaux d'édification de clôture à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire du Seignance en application des dispositifs R420-12 du Code de l'urbanisme et de décider de préciser que la présente délibération sera affichée durant un mois au siège de la communauté des communes et en mairie de l'ensemble des communes membres. Y a-t-il des questions, des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité? Toujours Julien sur cette fois-ci les ravalements de façade. Alors ça va être encore plus court puisque c'est la même démarche sur les ravalements de façade qui participent mais évidemment à la qualité urbaine paysagère du coup et architecturale également au regard de leur impact visuel dans le tissu urbain et donc du coup c'est le même principe de pouvoir instruire des demandes et donc du coup on vous propose de soumettre les travaux de ravalement de façade à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire des communes du Seignance en application des dispositions R420-17-1 du Code de l'urbanisme et de préciser que la présente délibération sera affichée au siège de la communauté commune et sur l'ensemble des communes membres du Seignance. Y a-t-il des remarques, Monsieur Lataillade? Oui, mais parce qu'actuellement vous constatez qu'il y a beaucoup de ravalements de façade qui se font et qu'au final, le résultat ne correspond pas alors au PLUI actuel, mais au futur PLUI. Alors, on va laisser Monsieur Laurent Claude en l'absence de Mathieu Laralde. Merci, Laurent Claude. Merci, Mathieu. Non, c'est-à-dire que, comme l'indique la délibération, les façades sont normalement soumises à déclaration préalable, sauf dans un certain nombre de cas qui sont listés là, donc notamment par rapport à certains périmètres. Et pour obliger le dépôt de la déclaration préalable justement dans ces périmètres, il faut que vous preniez cette délibération. Sinon, le risque, c'est celui que vous évoquez, c'est-à-dire de se retrouver avec des travaux qui ne correspondraient pas dans les sites précités à ce qui est porté par le PLUI. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Le droit de préemption urbain, toujours Julien Fichot. Et donc, on rappelle que la compétence en matière de droit de préemption urbain est liée à celle de l'élaboration des documents d'urbanisme. Donc, vous aurez bien compris qu'en votant il y a quelques minutes ce plan local d'urbanisme intercommunal, on vous propose donc d'instaurer de nouveau ce droit de préemption sur l'ensemble des zones U, AU du PLUI du Seignance et que les communes membres pourront donc, en tant que besoin, solliciter la communauté commune et Madame la Présidente pour obtenir ponctuellement délégation de cet exercice du droit de préemption. On propose donc de délibérer au Conseil communautaire que le Conseil communautaire décide d'abroger les précédentes délibérations instaurant les droits de préemption urbain sur la base des plans de zonage des anciens documents d'urbanisme communaux. Délibération en date du 5 avril 2005 et du 23 juillet 2013 sur Tarnos, du 26 octobre 2005 sur Biodos, du 13 juillet 2007 sur Biarrotte, du 20 juillet 2011 sur Saint-Laurent-de-Gosse, du 23 et Saint-Barthélemy, du 23 novembre 2011 et du 27 novembre 2013 sur Ondre, du 26 juin 2013 et du 23 octobre 2013 sur Saint-Martin-de-Seignance et du 26 juin 2013 sur la commune de Saint-André-de-Seignance. On décide d'instaurer le droit de préemption urbain sur les zones U et AU, donc que je viens d'évoquer, à l'exception des zones pour lesquelles en zone
une zone d'aménagement différée qu'on a votée tout à l'heure a été créée, à l'intérieur de laquelle figure un droit de préemption spécifique. Là, c'est la ZAD qui prend le pas sur le DPU. Décide de maintenir la délégation de l'exercice du droit de préemption urbain au conseil communautaire, à la présidente de la communauté commune et l'autorisation de déléguer ponctuellement cet exercice. Charge Madame la Présidente à procéder aux mesures de publicité de celle-ci. Toujours l'affichage pour un mois dans les communes, dans chaque commune et à la communauté commune. Toujours 2 journaux diffusés dans le département conformément au dispositif du Code de l'urbanisme. En charge Madame la Présidente de diffuser une copie de la présente délibération au préfet des Landes, au directeur départemental des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, au barreau constitué par les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain au greffe des mêmes tribunaux. Les effets juridiques attachés à la présente délibération auront pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité. On prend acte que toutes les acquisitions réalisées par le droit de préemption ou par délégation du droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis seront inscrites sur le registre ouvert à la communauté commune et mis à disposition du public à cet effet. Précise que conformément aux dispositions de l'article R151-52 du Code de l'urbanisme, le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera annexé au PLUI. Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et donc maintenant le droit de préemption urbain renforcé. Le droit de préemption, permet d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. Et donc, il est proposé finalement de renforcer le champ d'action sur les zones UAU du PLUI pour annihiler les exclusions de ces zones. Voilà, donc comme son nom l'indique, on renforce. Et donc, évidemment, c'est une politique d'action foncière volontariste et concertée qu'il est proposé. On rappelle qu'on passe en termes de mixité sociale de 25-30% selon les communes à 40-60%, donc forcément une ambition plus importante avec cet enjeu de la mixité sociale. On a évoqué le PADD qu'on a évoqué tout à l'heure, on a évoqué le PLH que Didier a présenté, on a évoqué la forte augmentation du nombre de ventes dans des portages courts, y compris sur les dernières années passées. On a évoqué, et c'était l'objet de nos motivations pour certaines décisions tout à l'heure, la forte augmentation des prix de vente. On a évoqué le rapport entre l'emploi et le développement économique tout à l'heure et l'ambition qu'on peut avoir sur celui-ci. L'installation d'un DPU renforcé se révèle nécessaire. Il est nécessaire que ce DPU renforcé puisse s'appliquer sur l'ensemble des 8 communes du Seignance. Et pour ces raisons, il est prévu d'instituer un droit de préemption urbain renforcé. Madame la Présidente propose que ce soit instauré un DPU renforcé sur la totalité des zones U et AU que nous avons évoquées dans le document PLUI. Et donc, il est proposé au Conseil communautaire d'instaurer le droit de préemption renforcé sur les zones U et AU pour les 8 communes membres telles qu'elles résultent du règlement graphique du PLUI du Seignance, à l'exception des zones, comme tout à l'heure, des ZAD, c'est-à-dire sur les zones d'aménagement différé qui viennent d'être créées, à l'intérieur de laquelle figure un droit de préemption spécifique. En charge, Madame la Présidente, toujours pareil, du mois d'affichage à la communauté commune et dans chaque commune membre du Seignance, de l'insertion dans les 2 journaux diffusés dans le département. En charge, Madame la Présidente, de diffuser une copie au préfet, au directeur départemental des finances publiques et à la chambre départementale des notaires, au barreau constitué près des tribunaux judiciaires dans les ressorts desquels est institué le droit de préemption renforcé, au greffe de ces mêmes tribunaux. Les effets juridiques attachés à la présente délibération auront pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité. Et on prend acte que toutes les acquisitions réalisées par exercice du DPU renforcé ou par délégation du droit de préemption renforcé, ainsi que l'utilisation effective des biens, seront inscrites sur le registre ouvert de la communauté commune et mis à disposition du public. Parfait. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Toujours Julien Fichot sur la commune de Biodos, l'acquisition de la propriété 458 route du Bourg, avec la délégation de l'acquisition à l'EPFL France Landes Foncier.
Et c'est une très bonne délibération pour mettre en lumière quelque chose qu'on répète à l'envi aux habitants. Même si on met en place un droit de préemption renforcé, on n'est pas là pour faire l'urbanisme sans les habitants, on le fait avec. Et là, on n'a pas eu besoin de la préemption. Il y a eu donc un accord entre le PFL et la commune de Biodos et la communauté commune. C'est dans le cadre d'une OAP, les fameuses OAP qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc la commune a sollicité la communauté commune au sujet d'une maison 360 route du Bourg, qui est pas loin du fronton, il me semble, cette fois-ci. Et là, j'allais dans le jardin. Là c'est sûr. Intégré dans l'OAP Centre-Bourg, la communauté commune s'est rapprochée des propriétaires pour négocier donc une acquisition à l'amiable, ce qui est la grande majorité de nos acquisitions sur le territoire du Seignance, et un terrain d'entente a été trouvé à 290 000 €, estimation évidemment faite par les services fiscaux. Et donc on sollicite le PFL pour le partage sur 10 années. Il est proposé au conseil communautaire de décider de l'acquisition amiable d'un bien bâti à usage d'habitation cadastré B970 et 972 d'une superficie totale de 2412 mètres carrés. Alors là, par contre, au niveau de l'adresse, il y a deux adresses différentes dans la délib. La 458 route du Bourg, il me semble que tout à l'heure c'était 360 route du Bourg. Et de déléguer cette dernière à l'EPFL Land Foncier. La dite acquisition aura lieu moyennant un prix total de 290 000 €. Autorise Madame la Présidente à signer tout... C'est la même? C'est moi qui ai une... Il y a deux adresses, ouais. Au début de la délib, il y a 360. Et... Donc, on fixe en matière de portage, donc les fameux 10 ans que je viens d'évoquer. Toutefois, une sortie anticipée du portage pourra intervenir à la demande de la collectivité et après accord du conseil d'administration de l'EPFL selon les conditions déterminées dans le règlement d'intervention. La sortie anticipée aura notamment pour effet de réduire d'autant la durée du portage. L'usage du bien, conformément au chapitre 3 du règlement d'intervention de l'EPFL, pas faire d'usage des biens, à ne pas louer les dits biens à titre gratuit, à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par le PFL. Le fonds de minoration, donc on le connaît maintenant, c'est une partie de l'opération étant consacrée à des logements abordables. La communauté commune pourra solliciter ce fameux fonds de minoration qui est géré par le PFL. Et on s'engage à reprendre auprès de PFL le bien, du coup ci-dessus visé, suivant les modalités suivantes: détermination du prix de revente, prix d'acquisition plus frais issus de l'acquisition égale donc la totalité de ce prix. Le paiement pourra être progressif. Le premier paiement aura lieu l'année suivant la signature de l'acte sur 10 ans, 10% les 9 premières années, le solde à la 10e. Et on charge Madame la Présidente de l'exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs. Et donc l'adresse était donc l'acquisition précédente, ouais, voilà, pour précision. Puisqu'elles ne sont pas loin, c'est la même OAP qu'on avait vue plus près du fronton. Parfait. Ben, on l'a sur le plan d'ailleurs. Celle qui a déjà été acquise une première fois et celle qu'on acquiert ce soir par le biais de l'EPFL, le plus près donc du fronton. C'est bien suivi. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Lataillade. Oui, c'est la même question que pour la première acquisition. Alors il y a une partie de la réponse quand même dans la délib, mais qu'est-ce qui va être fait de cette maison d'habitation pendant 10 ans? S'il y a le portage par le PFL, il y a déjà la réponse, mais je... Alors, Jean-Marc Lard, à qui on apporte le micro à grande enjambée. Merci, monsieur le directeur. Oui. Alors, la première acquisition qui a été faite, c'est une maison qui, au niveau du bilan énergétique, qui est dépassée. Donc, celle-là, on ne peut reloger personne en attendant d'avoir un programme général. Par contre, celle-là, on l'a visité avec monsieur le directeur général et les services des domaines. C'est une maison qui pourrait, avec l'accord bien sûr de l'EPFL Land Foncier, pourrait être louée et ça fera des heureux de toute façon le temps d'avoir une opération. On parlera bientôt d'une troisième maison sur la même OAP. Voilà, et après on verra. Donc merci pour toute l'énergie. Oui, donc on fait le commentaire que la location est possible, mais les loyers seront versés à l'EPFL. D'accord, mais ça permettra peut-être à une famille, effectivement, d'avoir un logement. Je le préciser pour Biodos, parce que...
Allez, on se reconcentre. Donc, pas d'autres questions, pas d'autres précisions, des votes contre, des abstentions. Adopté là aussi à l'unanimité. Et c'est vrai que ça fait une très belle illustration, je rebondis sur les propos que vient de faire Julien Fichot, de ce que l'on souhaite faire dans le cadre d'OAP avec des prévisions de réserve foncière pour pouvoir développer après des programmes de logement. Je crois qu'il y a 40-50 logements prévus à cet endroit-là, donc tout à fait attendu sur le territoire du Seignanx. On va changer de porteur de micro puisque c'est Pierre Pasquier, aménagement de la rue Grandjean à Tarnos avec des avenants au marché de travaux. Donc, Madame la Présidente rappelle que lors de la séance du 27 septembre 2023, le Conseil communautaire a autorisé la signature d'un marché de travaux de voirie avec l'entreprise Pinaki pour l'aménagement de la rue Grandjean à Tarnos et la création d'une voie verte pour un montant total de 1 481 609,35 € hors taxe. Cette convention a fait l'objet de 2 évolutions, la première en décembre 2023 afin de redéfinir le calendrier d'exécution, l'autre en mai 2025 pour tenir compte d'aléas de chantier entraînant des prestations en moins-value pour la tranche ferme et des travaux supplémentaires rendus nécessaires durant la tranche optionnelle, portant le montant total de l'opération à 1 535 187,89 € hors taxe, soit une augmentation de 3,62%. Aujourd'hui, il convient d'autoriser la signature d'un nouvel avenant de faible montant pour des prestations supplémentaires initialement non prévues au marché concernant l'engazonnement des espaces verts pour un montant de 2 307,50 € hors taxe. Donc le montant global du marché s'élève donc désormais à 1 537 495,39 € hors taxe, soit une augmentation de 3,77%. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, vu la délibération en date du 27 septembre 2023, vu la délibération en date du 20 décembre 2023, vu la délibération en date du 21 mai 2025, vu la nécessité d'autoriser une nouvelle modification du contrat de faible montant, donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver les termes de l'avenant numéro 3 au marché de travaux 2023 TX20 avec l'entreprise Pinaki pour un montant de 2 307,50 € hors taxe, portant donc le coût global de l'opération à 1 537 495,39 € hors taxe, soit une augmentation de 3,77%. D'autoriser Madame la Présidente à signer la modification de contrat correspondante avec l'entreprise concernée et tout document afférent. Il est rappelé que Madame la comptable publique du service de gestion comptable de Saint-Vincent-de-Tyros est chargée de l'application de la présente délibération et de prendre date que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau. L'avenant est joint à la délibération. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Jean-Marc Lespade sur des autorisations d'engager, liquider, mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026. Effectivement, 2 délibérations classiques en cette période de l'année. Madame la Présidente expose au Conseil que conformément au Code général des collectivités, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite, bien sûr, du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Par conséquent, il y a lieu de les délibérer afin de permettre à la communauté d'engager des dépenses entre le 1er janvier et le vote du budget primitif 2026, hors les crédits pluriannuels votés dans le cadre des autorisations de programme et crédits de paiement. Donc vous avez le tableau, on avait un total des dépenses réelles d'investissement, le budget primitif plus les décisions modificatives, hors les restes à réaliser, 14 973 000. Le montant à déduire dans l'emprunt, 537 357. Donc on a un montant maximal autorisé, 3 609 014,64 €, vu l'ensemble des textes. Considérant donc la nécessité de permettre l'engagement, la liquidation et le mandatement des nouvelles dépenses d'investissement avant le vote du budget, après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise la Présidente à engager, donc liquider et mandater les nouvelles dépenses d'investissement sur le budget principal de la communauté, selon le tableau que vous avez sous les yeux. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 150 000 €. Au 204, subvention d'équipement versée, 350 000 €. Au 21, immobilisation corporelle, 1 million d'euros. Au 23, immobilisation en cours, 2 millions d'euros. Donc ça fait un montant
total autorisé de 3 500 000 euros. Et il vous est demandé de prendre acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Des votes contre? Des abstentions? Vote contre. 1. Abstention. Donc, adopté à la majorité. Toujours, monsieur Afin que le CIS puisse fonctionner, Madame la Présidente rappelle que la subvention de fonctionnement de la communauté de communes représente une part importante des recettes de fonctionnement du CIS, du CENIANS, dans l'attente du vote du budget 2026 et considérant bien sûr les besoins réguliers de trésorerie du CIS, il est proposé de verser une avance sur la subvention annuelle à hauteur de 400 000 euros, vu le Code général des collectivités, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant que dans l'attente du vote du budget, le CIS aura besoin d'une avance sur la subvention annuelle qui lui est allouée pour pouvoir fonctionner. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la présidente à engager, liquider et mandater avant le vote du budget 2026 une avance de subvention au budget principal du CIAS du CENIANS pour un montant de 400 000 euros. Prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours. Y a-t-il des questions, des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Eva Belin sur une attribution de subvention à l'association Permaps au titre de Cafétéra. En juillet 2024, donc, l'association Permaps a repris la gestion du restaurant communal de Saint-André-de-Seignanx, rebaptisé Cafétéra. Cet établissement fonctionne désormais sur un modèle associatif de tiers-lieu. Cette initiative a également permis la création d'un emploi à temps partiel soutenu dans le cadre du programme régional d'accompagnement Ampli. Notre objectif aujourd'hui est d'accompagner leur phase de lancement afin de leur permettre d'ajuster leur fonctionnement avant de parvenir à un modèle économique pérenne. Aujourd'hui, il nous est donc proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 1 500 euros pour l'année 2025 à l'association Permaps au titre de l'organisation du confortement du modèle économique de Cafétéra, d'autoriser Madame la Présidente à signer tout document s'y afférent, préciser que cette subvention fera l'objet d'une convention d'objectifs fixant les engagements du bénéficiaire, les modalités du partenariat, ainsi que les modalités financières de cette aide, préciser que le montant correspondant sera versé à l'intéressé par mandat administratif et que cette dépense sera prélevée au budget principal de la communauté de communes et dire que les crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc c'est un cafétéra dont on peut faire la promotion ici puisqu'il anime le village de Saint-André-de-Seignanx avec une restauration de qualité et puis un espace de vie aussi où on peut croiser quand on y va des familles avec enfants, des personnes qui viennent suivre des ateliers. Enfin c'est vraiment un lieu extrêmement vivant que je vous invite à découvrir. S'il n'y a pas donc de remarques particulières, je le soumets aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, l'association suivante va demander par contre à des personnes qui sont membres de l'association Grandola à Tarnos de quitter la salle. Et je vais céder la présidence à Julien Fichot parce que moi-même, je vous quitte quelques instants. Donc sur la même thématique que cette délibération pour le Cafétéra, l'idée c'est de soutenir les initiatives partenariales permettant de développer des commerces et des services innovants. Il se trouve que l'association Grandola Les Nouveaux Mondes porte l'animation d'un lieu d'éducation populaire, de participation citoyenne et de diffusion de pratiques solidaires et alternatives, notamment pour ce qui concerne la consommation en lien avec les habitants. Compte tenu de l'intérêt communautaire qu'on évoquait tout à l'heure pour ce projet, une subvention de fonctionnement de 3 000 euros est proposée pour cette première année d'ouverture. Et donc, il est proposé au conseil communautaire de délibérer en faveur d'une attribution d'une subvention de 3 000 euros, donc, au titre de l'ingénierie d'animation et de promotion pour la première année de fonctionnement de la mutinerie, du microphone et de la méridienne à Tarnos, selon le régime d'aide 2023-2831 de Minimis. Précise que le montant correspondant sera versé à l'intéressé par mandat administratif et que cette dépense sera prélevée au budget principal de la communauté des communes. On précise que cette subvention fera l'objet d'une convention d'objectifs fixant les engagements du bénéficiaire, les modalités de partenariat ainsi que les modalités financières de cette aide, dit que la somme est inscrite au budget et autorise Madame la Présidente à signer tout document s'y afférent.
Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, monsieur. Oui, donc une nouvelle association qui vient de se monter. Et en fait, avec les personnes qui viennent de quitter la salle, ça dit tout sur cette association, en fait. C'est une association paramunicipale qui est là pour... Le principal activité de cette association, ça va être de gratter des subventions. Ils ont très bien commencé hier. Tarnos leur a donné 15 000 euros. Ça continue aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment avoir conscience que... Alors, vous n'êtes pas de Tarnos, je comprends que ça vous paraît loin. Mais voilà, on est vraiment dans une association fictive qui a été créée par des élus. La présidente est une copine du parti. Il n'y a pas de problème là-dessus. Juste que vous le sachiez. Et alors, par contre, une question technique, quand ça allait mal pour la loco et que j'avais sollicité des sous, on m'avait dit non, on ne donne des sous que sur les appels à projets, pas sur le fonctionnement. Et là, c'est une subvention de fonctionnement. Donc il me semble que ça contrevient à nos propres règles. Mais au vu des 4 personnes qui viennent de quitter la salle, on peut faire une petite exception. Bon, bien sûr, on votera contre. Oui, donc juste deux réponses. Après, je ne sais pas si les élus tarnosiens vont vouloir répondre. Bon, la première, c'est que on n'est pas surpris par votre intervention, Monsieur Lataillade. On sait très bien que sur l'économie sociale et solidaire, on ne partage pas tous votre point de vue. Moi, en tout cas, je trouve que l'idée de l'ESS, on le connaît, c'est justement de voir l'économie sous un angle différent. Effectivement, on a 2 exemples sous les yeux avec Cafetera et les Nouveaux Mondes. Je trouve que la puissance publique accompagne cette économie sociale et solidaire. C'est une bonne chose, c'est nécessaire. Après, sur les commentaires et les comparatifs qu'on peut avoir entre les aides, on sait très bien que la locomotive, c'est pas la même démarche. C'est une association autour de la pratique culturelle. Cette association, la locomotive, a d'ailleurs eu également à travailler régulièrement vers la communauté des communes et encore récemment autour de la saison culturelle, avec des aides qui d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, étaient supérieures à 3 000 euros en l'occurrence, puisque c'était 5 000 euros. Donc moi je pense que je n'ai pas à faire qui est plus aidé que l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est que la culture et l'économie sociale et solidaire puissent progresser sur le territoire. Oui, pardon. Monsieur Lataillade. Oui, alors, donc, Monsieur Lataillade. Pour vous répondre sur l'économie sociale et solidaire, il y a quelques mois, vous avez une ministre macroniste qui a visité le pôle de l'ESS à Tarnos et qui s'est félicité du beau travail qui était fait et qui souhaitait l'appliquer à l'économie classique. Ça vous met pas la puce à l'oreille que la ministre macroniste trouve ce système super? Bon, pour nous, c'est bien que c'est l'organisation de la misère. Et plus on aura de personnes insérées sur notre territoire, plus il faudra faire du logement locatif social, parce qu'à 24 heures de travail par semaine, ils ne pourront pas se loger, ces gens-là. On organise la misère. Bon, voilà. En tout cas, on a déjà eu ce genre de débat dans cette instance. Moi, je ne partage pas du tout vos conclusions sur l'accompagnement social de ces employés dans l'ESS. Tous les exemples que j'ai à mes côtés, on les voit régulièrement aussi sur le territoire qui prennent un petit peu plus d'ampleur. L'ESS également, on l'a vu il y a quelques jours à Mimizan avec le territoire zéro chômeur longue durée, qui est justement là pour sortir de la précarité certaines personnes. Donc, il y a beaucoup d'exemples positifs qui vont à l'inverse de ce que vous venez de décrire. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Une abstention. Et pour le reste, c'est positif. Je vous remercie pour cette approbation. Alors, on part où? On reste avec Eva Belin sur la cession de foncier à vocation économique sur la zone d'activité de Labraner. Oui, effectivement, les 2 délibérations qui viennent concernent cette zone. Madame la Présidente propose donc au Conseil communautaire de céder une parcelle de 1200 m² représentée par le lot 19 du lotissement économique comprenant la section AD 271 au prix de 85 € hors taxe le mètre carré afin d'éviter
d'édifier un bâtiment à vocation artisanale permettant d'accueillir la société Pyrénées Automatisme, entreprise de pose de portail et fermeture motorisée. On précise évidemment que la vente est soumise à une TVA de 20%. Il vous est donc proposé d'approuver la cession de ce lot de 1200 mètres carrés, donc de la section AD 271 à M. Alexandre Crouzeil, qui pourra, au travers d'une clause de substitution, acquérir le bien au nom d'une société qu'il représente au prix de 85 € hors taxe le mètre carré, soit un montant de 102 000 €. Les obligations du cahier des charges des conditions particulières de vente de la notice architecturale devront être respectées. Le lot précisé lui sera réservé pour une durée de 6 mois à compter de la date de la présente délibération, et passé ce délai, la communauté de communes se réserve la possibilité de proposer ce lot à un autre porteur de projet sans indemnité de part et d'autre. Nous chargerons aussi Madame la Présidente de la rédaction des conditions particulières de vente. Nous l'autoriserons à signer la promesse de vente et l'acte définitif en tenant compte du cahier des charges et des conditions particulières et tout document relatif à la bonne exécution du présent dossier. Et nous rappelons que Madame la Présidente est chargée de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions, des remarques ? Des votes contre, des abstentions, adopté à l'unanimité. Toujours dans la même zone, l'installation d'une autre entreprise, la société Sudantico. Oui, on passe sur une parcelle de 2478 mètres carrés représentée par le lot numéro 8 du lotissement économique, comprenant là la section AD 299 au prix de 85 € hors taxe le mètre carré, afin d'édifier un bâtiment à vocation industrielle permettant d'accueillir la société Sudantico, entreprise de traitement et finition de surface métallique. Là aussi, la vente est soumise à une TVA de 20%. Il nous est donc proposé d'approuver la cession d'un lot de 2478 mètres carrés représenté par la section AD 299 à M. Rémi Loillet, qui pourra, au travers d'une clause de substitution, acquérir le bien au nom d'une société qu'il représente au prix de 85 € hors taxe le mètre carré, soit un montant de 210 630 € hors taxe. Les obligations du cahier des charges des conditions particulières de vente et de la notice architecturale devront là aussi être respectées, et le lot lui sera réservé pour une durée de 6 mois à compter de la présente délibération, et ensuite la communauté de communes se réservera le droit de proposer ce lot à un autre porteur de projet sans indemnité de part ni d'autre. Nous chargerons aussi Madame la Présidente de la rédaction des conditions particulières des ventes, et nous l'autoriserons à signer la promesse de vente, l'acte définitif en tenant compte du cahier des charges et des conditions particulières et tout document relatif à la bonne exécution du présent contrat. Enfin, nous rappellerons que Madame la Présidente est chargée de l'exécution de la présente délibération. Très bien. Y a-t-il des remarques, des questions, des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Par rapport à l'aide à l'immobilier d'entreprise, une dérogation à la convention de délégation de la compétence d'aide à l'immobilier d'entreprise au département des Landes pour le projet fusion de l'entreprise Safran. Oui, donc nous rappelons que SHE emploie 1600 salariés sur la commune de Tarnos et que cette entreprise porte un projet d'extension pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production. Pour cela, un nouveau bâtiment de 11 800 m² au sol sera édifié pour un montant global de 36 millions d'euros. Ce projet créera une vingtaine d'emplois nouveaux et permettra de rendre plus performant l'outil de travail et de consolider 400 postes sur le site, chose que nous demandions depuis plusieurs années. À ce titre, et compte tenu du caractère structurant de l'activité de l'entreprise sur le territoire, il est proposé de permettre au département, dans le cadre de notre compétence d'aide à l'immobilier d'entreprise, d'octroyer une aide sous la forme d'une avance remboursable de 500 000 € sur 7 ans sans intérêt, avec un différé de remboursement de 3 ans dans le respect du régime d'aide au titre des aides à finalité régionale. Pour cela, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l'extension à titre dérogatoire du régime d'aide aux investissements immobiliers des entreprises en vigueur pour soutenir l'investissement de l'entreprise SHE à Tarnos, ainsi que sur l'extension subséquente de la délégation de compétences d'octroi de cette aide au département des Landes. Il nous est donc proposé d'approuver l'extension à titre dérogatoire du régime d'aide aux investissements immobiliers des entreprises en vigueur pour l'octroi d'une avance remboursable pour l'entreprise SHE pour son projet d'extension à Tarnos, d'approuver l'extension subséquente de la délégation d'octroi de cette aide au département des Landes, d'autoriser Madame la Présidente à signer toute pièce ou document relatif à l'exécution de la présente délibération. Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Lataillade. Oui, vous avez bien rappelé le nombre d'employés, mais vous n'avez pas rappelé les bénéfices engrangés par Safran cette année, c'est dommage. Alors je ne vais pas vous les rappeler parce que je pense que ça fait un peu de répète vu le temps qu'on en parle, mais je vais essayer de faire différemment. Je croise souvent des jeunes qui
comprennent pas bien là, en politique, la droite, la gauche. Alors j'essaie de leur répondre simplement. Je leur dis quand la loi rend service aux gens et aux travailleurs, elle est de gauche, et quand la loi rend service aux entreprises ou à leurs propriétaires, elle est de droite. J'essaie de faire assez simple. Mais sur cette délib, les choses sont claires. On va prêter 1,5 million d'euros à une entreprise qui fait des centaines de millions d'euros de bénéfices, voire des milliards pour le groupe entier Safran. Et nous, les Landais, on va leur prêter 1,5 million sans intérêt. On vient déjà de leur payer une cantoche à 10 millions d'euros. On s'endette lourdement pour leur cantoche. Et en plus, les Landaises et les Landais vont leur prêter 1,5 million d'euros sans intérêt. Bon. Je pensais que les gens se revendiquaient de gauche ici, mais j'ai dû me tromper. Alors je pense qu'on aurait pu imaginer l'intervention, Monsieur Latayette, que vous alliez faire. Donc il n'y a pas de surprise parce que vous avez beau l'entreprendre d'un côté ou de l'autre, finalement c'est la même chose. Bon, moi je répondrai toujours la même chose. Safran, c'est le premier employeur du territoire avec lequel nous travaillons pour justement accueillir des jeunes. J'ai vu d'ailleurs un reportage, enfin un article ce jour dans Sud-Ouest Land sur des jeunes qui ont été accueillis du collège de Saint-Martin à Safran, accueillis par le directeur qu'on connaît bien ici, Monsieur Rossi. Parce que bon, je pense qu'il y a des postes à pourvoir et ils sont en recrutement. Et d'ailleurs, ils ont prévu, grâce à ce projet fusion, de développer encore de l'emploi sur le territoire, donc dans l'entreprise. Et je trouve, pour ma part, assez normal que le département des Landes mobilise un dispositif qui existe et que chaque entreprise peut mobiliser, le cas échéant, sur des projets ambitieux. Je le soumets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Voilà. Donc la délibération est adoptée. Marc Mabillet sur la convention de partenariat avec Enedis sur l'accompagnement à la transition énergétique. Merci Madame la Présidente. Sur le territoire de la communauté de communes de Seignax, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité au titre du monopole légal dont elle dispose et est par ailleurs concessionnaire de ce réseau. À ce titre, Enedis est au cœur des enjeux de la transition énergétique puisque 95% des énergies renouvelables sont connectées au réseau public de distribution d'électricité qui doit par ailleurs s'adapter en permanence aux nouveaux usages de consommation tels que la recharge des véhicules électriques ou encore l'autoconsommation. Dans le même temps, Enedis garantit une solidarité territoriale en lien avec une optimisation nationale du réseau de distribution. Dans le cadre de leur relation établie, Enedis et le Seignax souhaitent collaborer d'une façon nouvelle, dynamique, souple et innovante, articulée autour de grandes thématiques de la transition énergétique. Cette collaboration prend ainsi forme dans une convention qui comprend 5 axes prioritaires: l'accompagnement de la transition énergétique par l'aide à une meilleure consommation, le développement et la planification de la production d'électricité renouvelable, l'électrification de la flotte de véhicules de la collectivité locale, l'accompagnement des projets d'aménagement et d'urbanisme, le développement et la cohésion du territoire. L'objectif n'est pas de figer un accompagnement ciblé à un moment donné, mais bien d'accompagner la communauté de communes sur la durée, en partageant les évolutions en cours et à venir. Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 14 septembre 2022 approuvant le plan climat-air-énergie territorial, vu la délibération du même Conseil communautaire en date du 6 mars 2024 approuvant le schéma directeur des énergies renouvelables, vu le projet de convention s'y annexé, considérant l'expertise et les missions qu'Enedis exerce déjà sur le territoire du Seignax ainsi que les relations partenariales entretenues avec la communauté de communes dans le cadre de nombreux projets, considérant l'importance pour le territoire d'améliorer sa connaissance de la consommation et de la production d'électricité sur son territoire pour favoriser l'émergence de projets structurants, il nous est demandé d'approuver le projet de convention de partenariat tel qu'annexé à la présente délibération et d'autoriser Madame la Présidente à signer la dite convention, d'autoriser Madame la Présidente à accomplir toutes formalités et à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente. Et donc, je me dois de rappeler que Madame la Présidente est chargée de l'exécution de la présente délibération. Parfait. Y a-t-il des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Toujours Marc Mabillet sur l'approbation de statut et l'adhésion au syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs landais Géoland, avec dans la délibération donc une demande donc de désigner des délégués de la communauté de communes au syndicat Géoland. Donc il va y avoir un vote pour cette désignation. Est-ce qu'on est d'accord pour voter à main levée? Oui. Vu l'heure? Non. On réfléchit.
Ça y est, c'est bon, c'est réfléchi. On y va alors. Allez, Marc. Allez, Madame la Présidente rappelle que le syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs landais, Géolande, créé en 1988, a pour objet la gestion, la préservation et la valorisation des plans d'eau arrière-littoraux landais. Sur le territoire de la communauté de communes du Seignan, son périmètre d'intervention concerne les communes de Tarnos et Ondres, sur lesquelles sont situés les étangs de Garros et du Turc. Afin d'assurer une gouvernance cohérente à l'échelle intercommunale, il est proposé que la communauté de communes adhère au syndicat mixte Géolande en substitution des communes de Tarnos et Ondres. Vu le CGCT, vu les statuts en vigueur du syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs landais Géolande, considérant la volonté de la communauté de communes du Seignan d'adhérer au syndicat mixte en qualité de membre pour l'ensemble de ses compétences, se substituant ainsi à ces communes actuellement membres de Géolande, donc Tarnos et Ondres, considérant que plusieurs communautés de communes voisines, Côte-Land Nature, Grand Lac, Mimizan adhèrent déjà à Géolande, considérant que la communauté de communes de Marais-Nadour Côte-Sud, Max, souhaite également adhérer au syndicat mixte, se substituant ainsi à ces communes actuellement membres de Géolande, considérant l'accord des communes de Tarnos et Ondres, considérant que l'adhésion au syndicat mixte Géolande permet une mutualisation des moyens et une gouvernance adaptée à ces enjeux spécifiques, considérant qu'il convient de désigner 2 représentants de la communauté de communes, un titulaire et un suppléant, et que conformément aux dispositions de l'article L 2121-21 du CGCT, bon, donc je vous passe la lecture de l'article, nous avons choisi de voter ceci à main levée. Donc il nous est demandé de décider de ne pas recourir au vote à bulletin secret, ça a été fait, d'approuver les statuts du syndicat mixte Géolande en vigueur, d'autoriser Madame la Présidente à signer tout acte ou convention nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion, d'adhérer à compter du 1er janvier 2026 au syndicat mixte Géolande en substitution de ces communes actuellement membres et représentées individuellement, Tarnos et Ondres, de désigner comme délégué de la communauté de communes au syndicat Géolande Madame Nadine Duru et Monsieur Nicolas Domé en qualité de titulaire et Monsieur Jérôme Noble et Madame Isabelle Nogaro en qualité de suppléant. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et donc Madame la Présidente est chargée de l'exécution de la présente délibération. Je me permets de rajouter que j'étais délégué donc avec Nadine au début du mandat. Je trouve très intéressant que la communauté de communes finalement succède aux 2 communes, puisque notamment sur Garros et un peu le Turc également, nous avons des enjeux notamment avec les plantes invasives. Donc il sera bon d'avoir finalement le territoire qui se mobilise, parce qu'en fait on parle de bassin versant et donc c'est un sujet très important. Et donc je pense que la communauté de communes aura du poids pour aller chercher Géolande peut-être pour venir un peu plus travailler sur les temps de Garros. On a commencé quelques actions pour essayer de les inciter à venir nous rejoindre. Donc on compte sur la communauté de communes pour continuer à appuyer de ce côté-ci. Parfait. Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Pierre Pasquet, sur les entretiens annuels des voies communautaires sur plusieurs communes, donc il y a plusieurs délibérations, on va essayer de regrouper et aller au plus vite. Donc effectivement, il y a 4 délibérations qui sont quasiment les mêmes, si ce n'est le montant impliqué. Donc je vais lire la première et puis après les autres seront suivants. Donc, Madame la Présidente rappelle que la communauté de communes du Seignan s'est dotée de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie. Elle précise que cette compétence concerne les prestations d'entretien des emprises et plus particulièrement les travaux de fauchage, des accotements et des talus long des voies communautaires de Biarrotte. Ça concerne Biarrotte, cette première délibération. Madame la Présidente précise que la convention qui sera conclue entre la communauté de communes et la commune de Biarrotte fixe un niveau de prestation qui consiste à effectuer 3 passages dans l'année. Donc, vu l'article 2 des statuts de la communauté de communes, vu le règlement de voirie communautaire, vu la nécessité de formaliser les conditions d'entretien et les compétences de responsabilité de chacun dans le cadre d'une convention d'entretien des voies communautaires de Biarrotte, donc, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, il est demandé d'approuver les termes de la convention de fauchage qui est jointe, bien évidemment, à cette délibération, telle que présentée en annexe, donc, entre la commune de Biarrotte et la communauté de communes du Seignan. Et autoriser Madame la Présidente à signer le projet de convention tel que joint à la présente délibération, précise que les crédits nécessaires sont inscrits en dépenses et recettes, rappelle que Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application de la présente délibération, prend acte de la présente délibération, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de Pau. Donc cela représente à Biarrotte 1148 mètres linéaires, soit 677 € hors taxe, 32 hors taxe. Sur Biarrotte, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Très bien, on passe à Biodos. Alors oui, le Biodos, c'est exactement la même délibération.
si ce n'est le linéaire, qui est de 3496 mètres linéaires, et donc qui représente 2062,34 € hors taxe. Précisément. Donc, des votes contre, des Biogaz. abstentions, adopté à l'unanimité. À Ondres À maintenant. Ondres, exactement la même délibération, si ce n'est la linéaire, ou encore une fois, 2280 mètres linéaires et 1345,20 € hors taxe. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Et sur Tarnos, Donc la commune de Tarnos, la convention, vous pourrez le voir, est légèrement différente, mais très peu. Et donc cela-ci concerne 2635 mètres linéaires et 1554,65 € hors taxe. des votes contre, des abstentions. Adopté à l'unanimité. Toujours Pierre Pasquet, là on est sur un aménagement de tronçon de mode doux entre Tarnos et Ondres, Donc, avec un quatrième avenant. Le dernier, je suppose, n'est-ce pas, monsieur le directeur général des services? Donc, Madame la Présidente rappelle que des travaux d'aménagement d'un tronçon cyclable et piéton sécurisé sur la RD 810 ont été réalisés pour faciliter la circulation piétonne et cyclable entre le parking relais de Garros à Tarnos et la mairie d'Ondres. 3 mètres d'ouvrage étaient concernés par les travaux sur un même tronçon, donc la communauté de communes du Seignance, la commune de Tarnos et la commune d'Ondres. Il était donc opportun, dans un souci de coordination des travaux et d'impact sur l'espace public, de prévoir une intervention simultanée avec une comaîtrise d'ouvrage unique. Donc une convention de répartition financière entre la communauté de communes du Seignance et les communes d'Ondres et de Tarnos a été réalisée en décembre 2023, suivie de 3 avenants en juillet 2024, septembre 2024 et février 2025 en raison de modifications de travaux ou aléas rencontrés en phase chantier et des subventions allouées au projet. La dernière phase de travaux a été réalisée au printemps 2025. Le solde des travaux nécessite un 4e avenant à la convention. Donc, ainsi, l'avenant numéro 4 porte sur la réévaluation du montant des participations financières des collectivités, travaux et études, à hauteur de, donc concernant Tarnos, 59 775,93 € hors taxe, concernant Ondres, 309 574,68 € hors taxe, et concernant la communauté de communes du Seignance, 614 852,37 € hors taxe. Les subventions obtenues d'un montant total de 359 501 €, excusez-moi, seront réparties comme suit. Donc, de 21 857,66 € hors taxe pour Tarnos, 113 242,81 € pour Ondres et 224 328,62 € pour la communauté de communes du Seignance. Il est donc nécessaire de modifier les termes de la convention de répartition financière. Donc, vu l'article 2 des statuts de la communauté de communes, vu le règlement de voirie communautaire avec son AS graphique, vu le nouveau schéma cyclable, vu la délibération numéro 2023-12-21 du Conseil communautaire du 20 décembre 2023, vu la délibération numéro 2024-03-10 du Conseil communautaire du 6 mars 2024, vu la délibération numéro 2024-07-13 du Conseil communautaire, vu la délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 2024, vu la délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 2024, et vu la délibération du Conseil communautaire du 5 février 2025, donc considérant la nécessité de passer un avenant numéro 4 à la délibération de février 2025 pour la mise à jour de la répartition financière des travaux entre la communauté de communes et les communes pour faire suite au solde du chantier. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver les termes de l'avenant numéro 4 à la convention de répartition du financement des travaux entre la communauté de communes du Seignance et les communes d'Ondres et de Tarnos, d'autoriser Madame la Présidente à signer le projet de convention joint à la présente délibération et tout document afférent. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits en dépenses et recettes. Il est rappelé que Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'application de la présente délibération. Et enfin, on prend acte que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Lataillade? Oui, moi j'espère que ce ne sera pas la dernière. Parce que, bon, pour ceux qui l'apprennent régulièrement, ils savent de quoi je vais parler. Quand on arrive au bout de cette voie côté Tarnos, il n'y a pas de parking. Et donc, les vélos sont garés sur les lampadaires, en fait. Je suis passé tout à l'heure, donc on m'a expliqué hier qu'il y avait un casier à vélo, donc j'ai regardé dedans, il y avait 3 vélos.
et à l'extérieur, il y avait plus de 10 de roues. Donc des vélos qui sont attachés sur les lampadaires et des 2 roues motorisées qui sont sur les trottoirs, juste là où le bus, c'est le terminus, donc le bus dépose les gens. Donc s'il y a des gens à mobilité réduite là, elles doivent zigzaguer entre les scooters, entre les 2 roues pour... Donc là, il y a un problème. Alors je ne sais pas si ça va être au syndicat mixte de gérer, à nous. Ça dépend sur quel endroit on veut faire le... On part sur des grandes discussions, mais bon, en attendant, c'est entre guillemets l'anarchie, il ne faut pas non plus exagérer, mais pour des personnes à mobilité réduite qui arrivent de Bayonne, ils doivent zigzaguer entre les scooters qui sont garés sur les trottoirs, quoi. Voilà, il y a une dernière chose à faire pour que cet aménagement de voies soit vraiment bien. Parfait, on a noté ça hier. Je pense qu'on va saisir le syndicat des mobilités et voir si quelque chose peut être fait dans un court terme. Et après, on verra si quelque chose peut être fait de façon complémentaire. Mais on va déjà saisir, je regarde Marc m'habiller, parce que c'est vrai que c'est une question de circuler, mais c'est une question aussi importante que de pouvoir stationner, ranger ses vélos dans des bonnes conditions et que ce ne soit pas non plus accidentogène. Sur la délibération, y a-t-il des votes contre, des abstentions, adoptées à l'unanimité? Une convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes pour la mise en œuvre d'actions de sensibilisation sur les conduites addictives. Donc, c'est à l'initiative de la communauté de communes, c'est à destination de nos agents. Et il s'agit donc de mobiliser le CDG sur la mise à disposition d'un agent pour 2 jours de sensibilisation, soit 8 sessions de 2 heures pour 15 agents par session, afin de traiter donc de cette question de conduite addictive, aussi bien qui peuvent concerner les agents eux-mêmes, mais aussi les publics que les agents accompagnent. Je veux parler des personnes âgées. On dit des bêtises à ma gauche, ça me perturbe. Donc des personnes âgées ou des personnes qu'on peut accueillir dans des services publics. Donc cette question d'addictologie peut être aussi une question importante que nos agents peuvent connaître et donc peuvent après orienter vers des soins ou vers des accompagnements utiles. Voilà sur la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Si vous souhaitez que nous allions plus loin, vous avez la convention qui est jointe, donc explique les choses également. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas, donc adopté à l'unanimité. Des suppressions d'emplois non permanents, vous savez qu'on le fait régulièrement, il faut supprimer les postes qui ne sont pas pourvus, qui ont été créés, qui ne sont pas pourvus. Pour ce qui concerne donc les emplois non permanents, il s'agit de 3 postes non permanents, un saisonnier, un remplaçant et un temporaire, sur des postes d'adjoint administratif à temps complet, et un poste non permanent saisonnier d'adjoint technique à temps complet. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Toujours sur les suppressions d'emplois, cette fois-ci sur des emplois permanents. Donc ce sont toujours des postes qui sont vacants, qui avaient été créés, mais qui ne sont pas pourvus. Donc là, il y a 13, je crois avoir compté, 13 postes qu'on propose à la suppression. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des votes contre, des abstentions, adoptés à l'unanimité, et la modification du tableau des effectifs, donc qui prend acte de ces 17 suppressions. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Donc on arrive au terme du conseil communautaire. Je crois pouvoir dire que nous avons battu un record de longévité de ce conseil, mais c'est normal. Donc, pour terminer ce conseil, vous offrir un livre que j'ai ici sous les yeux, que certains peut-être connaissent, qui s'appelle « Si le Seignox m'était compté », qui est un livre formidable, qui a été réalisé grâce au concours de la commission Culture et Patrimoine, présidée par Isabelle Casalis, dans laquelle quelques élus se sont engagés. Je remercie Maryse Saint-Aubin, ici présente, et avec le concours aussi très averti de Jean-Pierre Cazot, de Maryse Castagnier et de l'association Esquirotte, qui nous a aidés à traduire
des passages complets de ce bel ouvrage en langue gasconne. Et bien sûr remercier particulièrement, et j'aimerais qu'il y ait le silence pour qu'on l'entende, Julien, j'aimerais qu'on remercie là officiellement Bérangère Houbron-Lard, qui a vraiment eu un travail d'écriture, de chef d'orchestre pour aller chercher toute la documentation. Alors certes, ça ne lui appartient pas, mais les archives départementales en ont donné, des personnes d'ailleurs, des habitants du Seignanx nous ont permis d'avoir aussi des illustrations. Vous verrez, vous le goûterez ce livre, il est formidable et vraiment un grand bravo à Isabelle et à toute l'équipe parce que c'est l'édition numéro 1, 8 pastilles qui sont racontées par rapport à ces 8 rendez-vous que nous avons eus dans le Seignanx. Il y en a eu bien d'autres et donc je pense qu'il y aura une version 2 de ce livre qui se vend beaucoup pour les fêtes de fin d'année et que donc nous avons le plaisir de vous offrir ce soir. Bonne lecture. Vous avez au tableau le calendrier des vœux parce que l'année va redémarrer avec des séances de vœux qui seront, j'espère, des séances de convivialité. Et le prochain rendez-vous, c'est donc le conseil communautaire qui traitera du débat d'orientation budgétaire. Et il est donc le mercredi 4 février dans cette salle. D'ici là, passez des bonnes fêtes de fin d'année. Il y a une erreur ? Oui, c'est le 24 au lieu du 23. Ah. Exprès. Donc le 24 11h. C'est l'inversion entre Saint-André et Non, Saint-Martin. non. Les deux sont le 24. D'accord. Le 24 à 11h à Saint-Martin. Et on peut faire direct, peut-être, pour aller à Saint-André. À quelle heure c'est, Jean? Très bien. Bon, il est 10h17 passé. Je vous souhaite à tous des très belles fêtes de fin d'année et avant une très belle soirée.